Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je me fais l'interprète de tous ceux qui sont derrière les rideaux, à l'arrière de la scène, qui vont se produire devant vous. Je me fais l'interprète, disais-je, de tous ces comédiens, ces comédiennes, ces chanteurs, ces danseurs, ces musiciens, pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire le plaisir, tout le plaisir que nous avons de vous accueillir aujourd'hui au Théâtre de l'Empire. Soyez les bienvenus ici. Bonjour. Bonjour avec une intention particulière pour ceux qui ont fait le voyage et qui sont venus de très loin pour se retrouver aujourd'hui ici. Comment vous remercier? Eh bien, tout simplement en vous offrant un bouquet de jeunesse, de beauté, de rythme, en accueillant pour la première fois sur ce plateau des gens qui ont voyagé, qui ont fait 2 jours de voyage pour venir se produire devant vous et pour la première fois en France. Voici le ballet slovaque Sluk.
L'hôtel le plus haut du monde, qui est en cours d'achèvement, accueillera à 4400 mètres trekkers et alpinistes. En construction dans les Andes argentines, à proximité immédiate du camp de base de la Concagua, cet établissement, le premier du genre dans la cordillère, provoque déjà une controverse dans les milieux andinistes. À ceux qui se réjouissent du développement futur de cette région, dénuée de structures d'accueil, s'opposent les puristes, les amoureux d'une nature restée à l'état vierge. La construction de l'hôtel en Plaza de Mulas, opino. La construction de l'hôtel va enlever un peu de l'esprit d'aventure à l'ascension de la Concagua par la voie normale. Par contre, ça ne changera rien pour les voies plus difficiles. Il y a des gens qui s'opposent à la construction de l'hôtel, surtout dans le milieu sportif. Je crains que l'hôtel ne modifie cette montagne vierge en la rendant accessible au tourisme de masse. En Argentine, peu de gens aiment vraiment pratiquer le trekking. Ici, 95% d'adeptes sont européens, américains, asiatiques. Et l'an dernier, près de 2500 personnes sont venues au camp de base de la Concagua. Depuis près de 2 siècles, la Concagua focalise l'intérêt de l'alpinisme andin. En 1833, l'explorateur anglais Fitzroy évoque déjà la stupéfiante verticalité de sa face sud et réalise les premières mesures. Accordant à la montagne une altitude de 7035 mètres, il la gratifie de 73 mètres imaginaires et contribue à conforter sa légende. Plus haut sommet des 2 Amériques, la Concagua devient dès lors le seul plus de 7000 du continent. La voie normale est vaincue en 1897 par le Suisse Zurbrungen. Puis, à partir de 1926, s'inscrit une longue suite de tragédies dont le cimetière de Punta del Inca porte encore témoignage. La Concagua fascine les téméraires, elle tempère aussi leurs rêves de conquête. Pourtant, en 1954, une jeune cordée française réussit l'exploit de vaincre la montagne par sa face sud. Une ascension réalisée en 7 jours, sans oxygène et en technique alpine. Un événement qui, à l'époque, contribua à rééquilibrer l'intérêt que portaient les alpinistes entre l'Himalaya, alors très à la mode, et la cordillère davantage oubliée. Pas de place. La cordillère des Andes sera sans doute au XXIe siècle ce que furent les Alpes au XIXe. Souhaitons-lui de ne pas décalquer avec trop de hâte les réalisations alpines les plus contestables pour lesquelles nous ne pouvons plus aujourd'hui qu'exprimer du regret.
Israeli Foreign Affairs Minister Shimon Peres arrived in Paris Wednesday for a two-day private visit for the appearance of his book titled The Time of Peace. The Israeli Foreign Affairs Minister met with French President François Mitterrand at the Élysée Palace on the day of his arrival. After the meeting, he told reporters that he informed the French president about Israel's position on the current impasse concerning negotiations with the PLO. Referring to the delay in the withdrawal of Israeli troops from the Gaza Strip and Jericho, Shimon Peres said it's peace which is sacred, not dates. The current situation is not simple neither for the Palestinians nor for the Israelis, he said, adding he was convinced a solution would be found to help surmount the serious problems between Israel and the PLO. On Thursday morning, Shimon Peres went to the French Foreign Ministry for a breakfast meeting with his French counterpart, Alain Juppé. The encounter was an occasion for the two men to review the situation in the Middle East and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. Shimon Peres also invited Alain Juppé for a visit to Israel. Second day of his visit to France, the president of Mauritania, Maouia Ould Taya, held more talks with President François Mitterrand and also with Prime Minister Edouard Balladur. He also inaugurated the new large exhibit at Paris's Arab World Institute devoted to Mauritania. The exhibit gives a cultural dimension to Franco-Mauritanian cooperation. Votre télévision et le thé Lipton vous présentent l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau. Des foules intransigeantes sillonnent un chaos. Leur masse est une muraille contre le progrès, leur voyage est conduit par la foi, leur saison réglée par la pluie. Bonjour, depuis un peu plus de 2 heures, la cour d'assises de la Côte d'Or délibère. À Dijon, dernière matinée du procès de Jean-Marie Villemain. Et ce matin, après la plaidoirie de Maître Garot qui a demandé l'acquittement, les derniers mots de Jean-Marie Villemain ont été pour Grégory. C'est pour lui que je suis ici, a-t-il déclaré en larmes. Maintenant, c'est l'heure du verdict, ou presque. Nathalie Darigrand, Jean-Yves Pottrin. Nous aimions Grégory plus que tout au monde, comme nous aimons Julien et Emmeline. Assez de souffrance, je vous en supplie, ne me séparez pas d'eux. C'est ainsi que Jean-Marie Villemain, en larmes, a conclu les débats ce matin. Sa femme, Christine, était là, tout comme Marie-Ange Laroche, revenue pour entendre le verdict, pour entendre la plaidoirie de Maître Garot. Celui qui parle de Jean-Marie et de Christine Villemain comme de ses enfants, de leur chagrin comme du sien, et qui s'insurge face à la sévérité du réquisitoire. Pourquoi le punir? Pourquoi de nouveau les punir, eux qui ont déjà tant souffert? Jean-Marie est lié à Christine Villemain. C'est le couple. Ceux qui connaissent cette affaire depuis le début savent que dès 1984,
puisque j'ai été leur conseil fin octobre 1984. J'ai toujours dit le couple, même le petit couple. Et le petit couple, pour moi, était lié pour le meilleur et pour le pire. Et malheureusement, depuis 9 ans pour eux, ça a été bien souvent le pire. Mais j'espère que ce soir, avec le verdict, ça sera le meilleur. L'acquittement a été le dernier mot de la plaidoirie de Maître Garot, verdict attendu dans l'après-midi. Nous retrouvons en direct de Dijon Albert Ripamonti. Albert, le sort de Jean-Marie Villemain est maintenant entre les mains du jury, 9 jurés et 3 magistrats professionnels. Oui, tout à fait, Anne. Ça fait maintenant à peu près 2 heures donc que la Cour s'est retirée pour délibérer. Ils sont 12 juges. Il y a bien sûr les 3 magistrats professionnels et 9 citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Il y a 4 femmes et 5 hommes, un ingénieur, un retraité, un agriculteur, un employé des télécoms. Leur moyenne d'âge est de 51 ans. Alors ces juges vont devoir répondre à 3 questions. La première, la plus importante, porte sur la culpabilité de Jean-Marie Villemain. Si 5 de ces juges sur 12 votent non ou blanc à la question sur la culpabilité, eh bien automatiquement ce sera l'acquittement. Eh bien sinon on examinera la question suivante, la question de la préméditation, puis viendra le tour des circonstances atténuantes. Je vous rappelle que Jean-Marie Villemain a passé un peu plus de 34 mois en prison et si les réquisitions de l'avocat général, au moins 10 ans de prison a-t-il demandé, eh bien si ces réquisitions devaient être suivies, Jean-Marie Villemain retournerait derrière les barreaux. Mais pour l'instant, bien sûr, nous n'en sommes pas là. Loin du fracas, le jury délibère toujours. Merci Albert. Publication ce matin du rapport final sur l'accident du Mont Saint-Odile, 87 morts en janvier 92, quand un Airbus s'est écrasé dans les Vosges. Le rapport conclut à un enchaînement complexe de causes, mais ne tranche pas entre 3 scénarios possibles. Les 2 premiers font état de défaillances humaines, le 3e privilégie au contraire une cause technique. Airbus, en tout cas, va modifier les postes de pilotage des Airbus A320. Daniel Durandet, Marc Doux. Ce rapport de 330 pages présenté par le président de la commission d'enquête et qui aura demandé 21 mois de travail à une centaine d'experts retient 3 scénarios possibles comme cause probable de la catastrophe du Mont Saint-Odile. Les 2 premiers, qualifiés d'assez probables, retiennent l'erreur humaine en ce qui concerne la sélection et l'affichage d'un taux de descente de la 320 4 fois supérieur à la normale. La 3e, estimée comme très peu probable, mettant en cause une défaillance technique. Mon devoir vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de la sécurité, c'est de prendre très au sérieux les recommandations d'un excellent rapport et de faire en sorte que toutes les recommandations de la commission d'enquête soient mises en œuvre. Et je prends l'engagement solennel que toutes les recommandations de la commission d'enquête seront mises en œuvre. Avant même la publication du rapport, de nombreuses modifications ont été apportées. L'ergonomie de tous les nouveaux Airbus livrés a été sensiblement améliorée. On a revu la composition des équipages et on a mis en place sur tous les A320 des GPWS, des avertisseurs de proximité. Toutes les autres devraient être appliquées à partir de janvier 1994. Ça va permettre justement, au travers des recommandations qui sont émises, d'apporter remède à un certain nombre de dysfonctionnements qui ont pu être observés au niveau de la formation, mais également au niveau de l'attitude de la compagnie ou de l'autorité de tutelle. Et enfin, un point qui nous a toujours paru essentiel, au niveau de la définition de l'ergonomie du poste de pilotage. Et là, le constructeur a un rôle essentiel à jouer. Quel que soit le travail minutieux de la commission, il faut savoir qu'un accident d'avion n'a jamais une cause unique, mais est toujours le résultat d'une succession catastrophique et diabolique d'incidents mineurs. Cyril de Rouvre, le patron de l'écurie de Formule 1 Ligier, sous les verrous. Il a été mis en examen pour abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie dans une affaire qui touche au cinéma et porte sur 170 millions de francs. La chute d'un touche-à-tout de talent à qui tout, jusque-là, avait réussi. Clément Veil-Rénal, Philippe Basquin. Homme d'affaires avisé, passionné de sport automobile et collectionneur de voitures de sport, maire de Chaumont depuis 4 ans, Cyril de Rouvre, le patron de l'écurie Ligier, a été mis en examen hier pour escroquerie et abus de biens sociaux et placé sous mandat de dépôt. À l'origine de l'affaire, une plainte déposée par la société de distribution cinématographique UGC pour des faits remontant à 1992. À l'époque, Cyril de Rouvre, qui avait également des activités dans le cinéma et l'audiovisuel, était PDG de la Cofragec, filiale d'UGC. Selon les plaignants, Cyril de Rouvre aurait détourné à l'occasion d'un regroupement de plusieurs filiales près de 100 millions de francs, une version des faits formellement démentie par l'avocat de l'homme d'affaires. 100 millions disparus comme vous y allez. C'est ce que dit à l'heure actuelle, ce que tente de soutenir l'accusation d'une part, mais surtout des parties civiles qui ont écrit ça dans une plainte. Pour le reste,
bien évidemment, il y a une présomption d'innocence. C'est une affaire qui ne fait que commencer. La seule chose que je puisse vous dire aujourd'hui, c'est que nous n'en sommes qu'au début, vraiment au début de ce qui va être une affaire beaucoup plus importante et qui va connaître rapidement, je le crois, de considérables rebondissements. Pour assouvir ses deux passions, politique et sport automobile, Cyril de Rouvre disposait de moyens financiers très importants tirés du démantèlement de sa société, la financière Robur, qui avait été vendue par appartement. C'est au cours de l'une de ces transactions que les 100 millions de francs se seraient mystérieusement volatilisés. L'usine Grundig de Creuswald, promise à la délocalisation, sera finalement reprise. C'est un groupe électronique britannique, Gooding, qui va relancer le site. 350 des quelques 550 emplois actuels seront préservés. Gérard Longuet l'a confirmé tout à l'heure. C'est une entreprise nouvelle qui va prendre en charge Grundig. C'est une entreprise britannique, la société Gooding Consumer Electronics. Annonce solennelle de Gérard Longuet au conseil régional. Grundig Creuswald ne fermera pas ses portes. Après un an de lutte, les salariés voient enfin le bout du tunnel. L'entreprise Gooding Consumer Electronics, basée à Cardiff, reprend l'usine mosellane. Dès le 1er janvier 1994, l'opération sera effective. Cette société est le leader britannique dans les systèmes de réception satellite. À Creuswald, le personnel fabriquera des téléviseurs grand public sous la marque Minerva et Continental Edison, concédés par Thomson. Mais cette reprise s'accompagne d'un second plan social. Sur les 918 salariés en janvier 1993, il en restera un peu plus du tiers, 350. Un dégraissage sévère, mais le ministre de l'Industrie promet une hausse des effectifs grâce à une montée en puissance des chaînes. L'objectif est de fabriquer 1 million de téléviseurs. On démarrera avec les effectifs actuels à 350 salariés pour les porter à la fin de 1995 à 500 salariés sous la responsabilité Gooding. Reste maintenant à voir l'accueil à Creuswald parmi les 550 salariés actuellement en poste. Le repreneur les rencontrera cet après-midi. Chausson, il est urgent d'attendre. Le tribunal de commerce de Nanterre a décidé de prolonger de 6 mois la période d'observation des usines de ce sous-traitant automobile, un redressement judiciaire. Plusieurs centaines de salariés étaient à Nanterre ce matin, venus attendre la décision du tribunal. Dominique Vadel. Et une nouvelle fois, ces salariés se reprennent à espérer avec cette décision du tribunal sous forme de ballon d'oxygène. 6 mois supplémentaires d'observation des usines Chausson, placées en redressement judiciaire début septembre. La décision n'est pas réellement une surprise. Gérard Longuet, le ministre de l'Industrie, déclarait même le 1er décembre, devant l'Assemblée nationale, qu'il demandait à Renault de préparer des plans de prolongation d'activité de Chausson. Au total, une décision qui prolonge l'activité, mais ne remet pas en cause les suppressions d'emplois. C'est qu'au-delà, le tribunal s'est couché devant Peugeot et Renault, a refusé encore une fois de nous entendre et met les salariés le dos au mur. Reste donc maintenant une interrogation majeure pour ces salariés. Un nouveau plan de suppression touchant 660 emplois a été décidé, 660 qui s'ajoutent aux 1300 déjà supprimés l'été dernier chez Chausson, et les syndicats n'en veulent à aucun prix. Un vote de confiance en forme de victoire personnelle pour Édouard Balladur. Hier soir à l'Assemblée, le Premier ministre, fort de son succès dans les négociations du GATT, a dressé le bilan de son action à Matignon en quelques 300 jours et présenté son programme sous forme de 10 propositions pour les mois à venir. Le premier objectif reste la lutte contre le chômage, mais en filigrane, Gilles Leclerc, il y a d'autres échéances. Oui, après la réussite et la signature du GATT, Édouard Balladur a confirmé l'avantage hier soir en verrouillant très solidement sa majorité. Tout cela au terme d'une semaine politique où le Premier ministre a fait preuve de virtuosité. Sortir la France de son isolement, contraindre les bataillons RPR à approuver sa position sur le GATT, afficher ses choix européens, valider à l'avance le programme de réforme pour les 6 mois à venir, tout en se payant le luxe au passage de rendre hommage à François Mitterrand dans la gestion du dossier du GATT. Avouez que c'est une performance quand on ajoute aussi dans la même semaine un cadeau royal offert à la droite sur la révision de la loi Fallou en prenant de court la gauche. Bref, Édouard Balladur ce matin a sans doute gravi une marche supplémentaire. C'est avec une autre stature désormais qu'il voit a priori l'horizon dégagé pour les 6 mois à venir, avec une confiance à la fois de sa majorité et des Français. C'est dans cette position plus que confortable que le Premier ministre va maintenant s'efforcer de gérer au mieux le rendez-vous politique majeur et délicat de sa majorité, celui de l'élection européenne au mois de juin prochain. Enfin, reste bien entendu le défi majeur à relever
pour Édouard Balladur. Le vrai rendez-vous, celui de l'emploi. Le but reste modeste, c'est de ralentir l'augmentation du chômage en 1994. Mais si cet objectif est atteint l'année prochaine, alors on ne voit plus très bien ce qui empêcherait Édouard Balladur de penser à 1995. Merci Gilles. Le GIA, le groupe islamique armé, revendique le massacre de 12 Croates et Bosniaques à Tamesmegida, en Algérie, une opération militaire, selon le communiqué, dans le cadre de l'ultimatum prononcé contre les étrangers et en réponse, toujours selon ce communiqué, au massacre des musulmans en Bosnie. La presse britannique et la presse irlandaise saluent ce matin une occasion de paix sans égale depuis 25 ans, après la déclaration commune des deux premiers ministres britanniques et irlandais sur la paix pour la paix, un accord au terme de 2 mois d'intenses négociations accueilli dans les rues de Belfast sans débordement de joie. Marie-Odile Pagnaise. Espoir de paix à Belfast à l'approche de Noël, les habitants ici ne semblent pas aussi optimistes que John Major et Albert Reynolds. L'accord signé hier entre les premiers ministres anglais et irlandais risque de diviser encore catholiques plutôt satisfaits et protestants méfiants. Ça pourrait être une bonne chose. Je pense que si le Sinn Féin et l'IRA négocient, cela peut améliorer la situation. Si l'IRA arrête la violence, alors les protestants vont commencer parce qu'ils se sentiront trahis. Monsieur Reynolds, restez à Dublin. On ne veut pas de vous. Partez. Ici, c'est l'Ulster. L'accord signé hier à Londres prévoit le cadre des pourparlers pour le règlement du conflit. Pour la première fois, le Sinn Féin pourrait être admis à la table des négociations si sa branche armée de l'IRA prouve qu'elle renonce à la violence en cessant toute attaque pendant 3 mois. L'accord prévoit aussi le droit à l'autodétermination des Irlandais quant à la réunification de l'île, mais garantit aux protestants majoritaires au nord que rien ne leur sera imposé contre leur gré. Le plus grand espoir de paix depuis 25 ans de conflit. Football, le retour de Marseille. L'OM a battu Montpellier hier soir 2-0, match retard de la 13e journée de championnat. Un 4e succès consécutif qui permet à l'équipe de Bernard Tapie de prendre la 2e place au classement général. Alain Dorgans. Le retour de Basile Boli a contribué à remobiliser ses coéquipiers de l'Olympique de Marseille, plus fringants que jamais à chacune de ses sorties. Le résultat du match interrompu par l'orage alors que Montpellier menait 2-0 sera inversé. Les Marseillais ouvrent la marque à la suite de ce centre de Deschamps repris de la tête par Rui Barros qui lobe Barabé trop avancé. L'extension de Rui Barros, le plus petit sur le terrain, a surpris la défense montpelliéraine. La réaction de Montpellier est immédiate. Diver en position de tir voit son ballon subtilisé par Casoni. Très beau geste défensif de Bernard Casoni qui sera moins bien inspiré en détournant un ballon de la main, ce qui lui vaut d'être expulsé. Réduit à 10, les Marseillais vont contenir les assauts de Montpellier qui fut bien près d'égaliser si cette tête de Sanchez n'avait pas heurté la base du poteau droit. La pression montpelliéraine libère des espaces marseillais et Fabrice Henry a tout son temps pour ajuster un tir croisé qui trempe Barabé. Ce succès 2-0, le 4e d'affilée, permet à l'OM de se relancer dans la course au titre. Hollywood vend ses Oscars, vente aux enchères hier soir chez Sotheby's à New York. Scarlett dans Autant en emporte le vent reste mythique si l'on en croit le prix qu'a atteint l'Oscar de Vivian Leigh, plus de 500 000 $. Le film avait reçu 11 Oscars en 1940. L'acheteur est resté anonyme. Pour terminer, la météo, Fabienne, c'est toujours du vent, toujours gris et assez doux. Oui, absolument, Anne. On va regarder tout de suite la couleur du ciel et vous allez mieux vous rendre compte de la situation du jour. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours de la neige à basse altitude sur le relief et toujours des vents très très forts, beaucoup plus forts sur le littoral méditerranéen aujourd'hui puisqu'ils dépasseront 110 km/h rafale que sur les côtes de la Manche ou la façade atlantique. Merci. Votre prochain rendez-vous avec l'information le 19-20. Tout de suite, votre cas nous intéresse. Je vous retrouve demain à 12h45. Au revoir.
matin-là, Caroline avait rêvé qu'elle et sa mère emmenaient Daddy faire le tour du monde. Ils s'étaient installés dans une brouette avec un arbre d'hiver aux branches dénudées auxquelles elles avaient accroché des objets souvenirs. Souvenirs de Singapour, de Hong Kong, de New Delhi, qu'ils montreraient à ceux qu'ils croiseraient dans les villages et sur les routes. Ils avaient laissé un mot sur la table de la cuisine. Nous sommes partis. Daddy n'était pas triste, bien au contraire. Il saluait les passants, leur distribuait des cadeaux. Il souriait, il rayonnait. Ils allèrent ainsi de village en village, franchissant les rivières, gravissant les collines, poussant la brouette, tantôt sa mère, tantôt Caroline, sans jamais éprouver la moindre fatigue, tant Daddy leur paraissait léger. Mais en arrivant aux abords d'une colline aride et désolée, Caroline tout à coup prit peur. Et si ce n'était pas elle qui courait aux côtés de la brouette? Si c'était une autre? Elle partit en avant jusqu'au sommet de la colline pour vérifier. Et là-haut, elle reconnut les cheveux jaunes et les longues jambes maigres d'une petite fille de 12 ans. C'était bien elle qui courait à côté de la brouette. Alors elle se mit à rire, si soulagée qu'elle ne parvenait plus à s'arrêter. Et Daddy et sa mère, l'entendant, se mirent à rire eux aussi. Et d'écho en écho, leur rire se répandit sur toute la surface de la terre. Hello? Pussycat? Dans ta voix des catastrophes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis? Bon, je viens. Si, je viens. Je t'embrasse. Tu l'embrasses pour moi. T'inquiète pas. Allez, j'arrive. Pour tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, encore une innovation. Nous allons maintenant faire une présentation des candidats, telle la direction d'orchestre. Voyez-vous, vous êtes prêts? Tenue de chorale, les mains derrière le dos. Attention, 3, 4. Samira, conseiller financier. Hop, Guillaume. Guillaume, plasticien. Pas facile à dire, hein? Alexandra, étudiante en comptabilité. Sébastien, étudiant en droit. Et attention maintenant, solo, Sandrine Dominguez. Alors notre champion ce soir, ah oui, ne ris pas Sandrine. Ah d'accord. Mais fallait pas le dire. Non, c'est marqué dessus. Le hasard fait parfois très bien les choses. Après ses débuts en 1982, avec une bande de copains, il devient plus sérieusement un très grand champion du monde en 1993. Performance pour un grand champion d'aviron. Je vous demande de l'accueillir. Il est avec nous ce soir, Philippe Platt. Très bien. Vous chantez, vous savez, la chorale, non? Oh, très rarement, non, je chante pas, non. Donc je ne vous ferai pas chanter. Bon, tant mieux, je préfère. Mais votre truc, c'est ramer.
C'est plus mon truc quand même de ramer, oui, effectivement. Alors, il va s'agir d'aviron, ou plus exactement d'ergomètre, un appareil qui reprend... En voiture, 360 degrés avec une voiture, pour nous, ici. Alors, Loïc, expliquez-nous comment ça va se passer. Il s'agit évidemment de Francis Ogui, le deuxième cascadeur que nous n'avons pas encore vu, que nous retrouverons tout à l'heure. Il est en place, il va bientôt démarrer. Expliquez-nous la cascade. Oui, alors voilà, donc comme vous avez pu voir le tremplin tout à l'heure, c'est un tremplin qui n'est pas large du tout, c'est un tout petit rail de rien du tout. Et la difficulté, c'est de bien prendre ce tremplin. Il va arriver environ à 90 km/h, il va monter à 4 mètres de haut donc dans l'espace, et il va effectuer donc 360 degrés complets en l'air pour retomber sur les roues. Et bon, entre le saut et la réception, il y a déjà une envolée de 25 mètres. Plus l'arrêt de la voiture, ça nous donne une longueur d'environ 40 mètres. Bon, alors là, écoutez, je vous demande de bien fixer l'écran. Je pense qu'il va partir dans quelques instants. Recule-toi, Christine. Je voudrais rappeler, suspense. on va se reculer un tout petit peu. Oui, alors, je vous rappelle que Francis Tanguy est recordman du monde sur 2 roues. Le voilà, regardez. Attention. Superbe. Je peux vous assurer que la réception est extrêmement violente, il n'y a pas de carton, il est retombé sur ses roues. Je pense qu'on va le revoir au ralenti. On va peut-être essayer de se rapprocher pour savoir comment ça va. On va aller voir tout de suite, Francis. À 90 à l'heure à peu près. Oui, c'est ça. 90 km/h. Ça paraît pas, mais ça va très vite. Ça fait 360 degrés, ça paraît pas, ça va très vite. Regarde, ça part. Demi-tour, 3/4 de tour. Voilà, il accroche les premiers pneus, voilà. Tour complet. Magnifique. Et la voiture a envie de continuer de faire un deuxième C'est tour. presque encore plus beau la nuit. Hein. Qui avait oublié sa voiture au fond du parking là-bas? Parce que ça passe pas loin. Une voiture de cascade qu'on avait mis là en sécurité. Ah, ok, c'est vous. Ah, mes enfants, on peut le féliciter. Il faut... Ah, oui. Je crois qu'on peut vraiment lui tirer un grand coup de chapeau. Toutes les cascades, celle-ci était particulièrement dure à faire. Toutes les cascades sont difficiles parce que ça demande à chaque fois des paramètres différents. Vous nous entendez encore ici? Très bien. Excellent. Disons que chaque cascade, c'est toujours une difficulté supplémentaire. Il faut savoir qu'elles sont toutes aussi difficiles les unes que les autres. Bien sûr, tout est dans la préparation du véhicule, dans la préparation du tremplin. Et puis, voilà, ça s'est très bien passé. Extra, oui. Et puis, c'est des cascades toujours très impressionnantes. On va tout de suite aller rejoindre Francis. Ouais. Francis, est-ce que vous n'avez pas été gêné par les projecteurs? Comment ça s'est passé? Un petit peu, les projecteurs, plus donc cette nuit, puis c'était un peu glissant quand même. Je pensais m'arrêter un petit peu... Légèrement, oui. Salut Francis, est-ce qu'il nous entend là, Francis? Oui, non, Francis ne nous entend pas, mais je crois que tout le monde vous applaudit très fort. Et tout le monde a eu peur pour lui surtout. Et tout le monde a eu peur pour vous. Hein. Alors, en 2 mots, moi, je voudrais rappeler que ce sont des super pros de toutes les cascades automobiles en matière de cinéma, de publicité, de courts-métrages. Vous en avez déjà Revoyons-le au ralenti, mais sous un autre. Voilà. Pas mal de choses. On essaye de faire toujours mieux. Là, j'espère que celle-là, quand même, c'est pas mal, c'est spectaculaire. Oui, on peut le dire. Vous avez vraiment Attends, une question bête, Christine. Est-ce que la voiture est utilisable après? Est-ce que la voiture est utilisable encore? Non, là, je crois pas. Parce que j'ai essayé de l'arrêter et puis de revenir vers vous et j'ai pas pu. Là, j'ai pas pu. Donc ça va. Direction le garage. Au revoir. Mécanique. C'était une voiture. Bravo à tous les deux parce que... Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ah oui, Francis. On ne le dit pas assez, mais les cascadeurs sont des gens extraordinaires. Quand ce sont des professionnels et qui connaissent bien leur métier, ce sont des gens vraiment exceptionnels. Le numéro de téléphone public qui peut vous permettre de venir à 150 comme nos camarades aujourd'hui ou carrément seul si vous avez envie de passer un après-midi avec nous. Le numéro est le suivant: 45 16 90 96. 45 16 90 96. Alors qu'on fait une autopsie rapide de la voiture très légèrement accidentée. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors ce qu'on peut faire nous, si tu veux, c'est déjà poser la 5e question qui nous concerne. Je t'écoute. Non, on peut faire ça, c'est pour Georges et Marianne en priorité, puisqu'aujourd'hui exceptionnellement vous ne jouez pas. Julien anime actuellement une émission sur RTL, première radio de France, disons-le. Quel est le titre de cette émission? 2 possibilités. S'appelle-t-elle Stop ou encore? Ou, vous me laissez bien finir, Challenger? C'est bien Marianne, rapide. Challenger. Georges? Le micro. Pardon. Je dirais stop ou encore. Vous dites stop ou encore, mais c'est ce que vous auriez dit si vous aviez eu la main. Tout à fait, le dimanche. Le dimanche. À quelle heure?
9h30, 10h. 9h30, 10h. Bon. Moi, je ne dis rien. Tu ne dis rien. Réponse publique. Mais je brûle d'envie de dire quelque chose. Réponse publique. 70% pour Stop ou encore. 30% pour Challenger. C'était le vote public. Nous verrons tout à l'heure, évidemment, ce que cela donne. Bon, alors un petit peu de musique, je suis sûr que vous connaissez ça. Si je vous dis Beloved, Beloved, au contraire, ou Beloved, ça vous dit quelque chose. Sweet Harmony, c'est le titre d'une chanson qui est heureusement un petit peu en marge, tu sais, de tout ce qu'on considère comme de la dance. C'est mieux fait, la mélodie est plus belle, les gens chantent bien, et c'est plutôt très agréable à écouter. Et puis c'est un tube en plus, c'est pour ça que quelques jours, dès que tu veux, ce soir évidemment à partir de 20h40. Voilà. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci Gabriel, merci tout le monde. Merci. Nous vous embrassons très fort et à jeudi. Bye bye. À la prochaine. Salut. Salut Montebourg. Pour tous, bonsoir. Bien, Sandrine, un sondage récent a été fait pour Un pour tous. Oui. Et j'ai les résultats de ce sondage ce soir. Je voulais vous en faire part, à vous aussi d'ailleurs, à vous, chers candidats. Un animateur sur 3, ou une animatrice sur 3, est une table. Voilà. Bien. Je vois que ça vous passionne. Pascal, bonsoir. Ça va? Bonsoir Christian, bonsoir Sandrine. Hein, c'est pas grave, non, je vous donnerai les textes dans le détail. Pascal, vous êtes informaticien. Oui. Bonne chance pour ce soir. Merci. À vos côtés, Marie-Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie-Chantal. Puéricultrice. Vous avez compté le nombre de bébés dont vous êtes occupé jusqu'à maintenant déjà, à peu près? Compte tenu du nombre d'années de service, n'est-ce pas? Je ne compte plus. Quand on vraiment ne compte pas. Pierre, vous, c'est la touche. La le touche, piano, avec pianiste. le demain et le guidois. Ils viennent d'Albi dans le Tarn, et c'est pour quelqu'un qui est à Paris, qui joue, il fait du piano au bar. Voilà. Et puis, do you speak English? Yes, Prof d'anglais, Alice, bonsoir, bonne chance à tous les quatre. Côté sportif ce soir, on va pousser le troisième animateur. Allez-y. Une pelouse sans trou, c'est comme un jardin sans goût. Une journée sans golf, c'est une journée perdue pour elle. Je vous demande d'accueillir une championne qui vit en couple avec son club de golf, Anne-Sophie Chrétien. Alors c'est vrai que pour vous, une journée sans pratiquer le golf, c'est une journée perdue, quasiment perdue? Une journée peut-être pas, mais une semaine, oui. Une journée pas, une semaine, oui. Alors là, une journée, une soirée intensive avec nous dans Un pour tous, avec des niveaux de rattrapage qui vont aller de plus en plus haut, avec de plus en plus de balles à mettre dans ce trou qui sera juste en face de vous. Alors Anne-Sophie, pour le premier niveau de performance, en 1 minute, 4 balles. En toujours 1 minute, 6 balles. Pour le deuxième niveau de performance, ça va Anne-Sophie? Vous suivez? Et troisième et dernier niveau de performance, 7 balles. Vous pensez que ça... Oui, ça va? 7 sur 12 balles que vous avez là en face de vous, il faudra en mettre 7. Enfin, le troisième niveau étant le niveau le plus difficile quand même. Premier questionnaire sur le cinéma. C'est parti. Voilà.
4 événements qui ont jalonné la carrière de ce grand réalisateur qui était François Truffaut. Rendez chaque récompense au film qui lui correspond parmi ces 5 propositions, 35 secondes. Prix de la mise en scène, c'est pour c'est les 400 coups. 400 coups. César du meilleur film, c'est Le Dernier Métro. Le prix Le meilleur étranger, ça doit être à Nuit américaine. Nuit américaine, tu crois? Jules Légime. Non. Jules Légime, non. Non, bah ça, Nuit américaine. De Luc, je dirais, le prix Louis de Luc, je dirais pour Baiser volé. Baiser volé de Luc, ok. Et meilleur étranger? Donc le meilleur film, on a dit, c'est Le Dernier Métro, les 400 coups. Le meilleur. César du meilleur film, c'est les 400 coups. Les 400 coups. Donc, pardon, c'est Le Dernier Métro. D'accord, donc les 400 coups, Le Dernier Métro, Baiser volé et Jules Légime. Pascal. Bien. Mon capitaine. On va essayer. Alors, le prix de la mise en scène à Cannes, nous dirions les 400 coups. Les 400 coups, prix de la mise en scène à Cannes. Réponse enregistrée de... Le César du meilleur film, Le Dernier Métro. 3, prix Louis de Luc. Baiser volé. Et 4. Alors là, on dirait La Nuit américaine. La Nuit américaine, Oscar du meilleur film étranger. On vérifie tout de suite. Pascal, vous avez proposé ici, en premier point, Oscar du meilleur film étranger, La Nuit américaine. Bonne réponse. Je suis hésitant, donc ça tombe bien. César du meilleur film, Le Dernier Métro. Bonne réponse. Jusqu'à là, ça va. Ça fait 2, comme vous dites, Pascal. Peut-être 3, on va voir. Ici, vous avez proposé pour le prix Louis de Luc, Baiser volé. Bonne réponse. Oui. Et ça m'ennuie. Ça m'ennuie un tout petit peu parce que de démarrer sur un sans faute, c'est extrêmement gênant. 6 000 francs, puisque les 400 coups, le prix de la mise en scène à Cannes, c'est également une bonne réponse. Bravo. 6 000 francs dans la cagnotte. Et c'était le premier film lorsqu'il a remporté ce prix à Cannes. Les 400 coups, il était jusqu'alors critique pour la revue Les Cahiers du cinéma. Voilà. C'est formidable, ça démarre bien. Détendez-vous, côté golf. Nous allons rejoindre notre green à nous avec un autre questionnaire. Question sur les voitures anciennes. 4 modèles de voitures anciennes, les reconnaissez-vous? Alors il y a la 5000, c'est la première, c'est la Dauphine. Non, non, c'est la Dauphine, la première. La première, c'est la Dauphine. Il y a une 5000. La 3 ou la 4? La 4, c'est quoi? Ah ouais. Et la 4, c'est la... Ah, Gordini, c'est la Gordini, c'est R8 Gordini. Laquelle? La 3 ou la 2? Gordini, c'est rouge dans tous les cas, non? Ah non, non, c'est R8 Gordini, la 4. 4 R8 de Gordini. D'accord. Et la 2, c'est soit la Versailles, soit la Caravelle. Versailles, ça fait très... Allez, non, non, avec Caravelle. 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 Et la 3, ce serait la 5000 alors? 1, Dauphine. 2, Caravelle. 3, 5000. Et 4, la Gordini. La R8 Gordini. Vas-y, c'est bon. D'accord. C'est bon. Christian, on va se lancer. On y va. Bien. Pascal est prêt? Les voitures anciennes. Petite question de mémoire. Vous n'étiez peut-être pas né pour certaines. Pour moi, la mémoire devrait remonter loin. Bien. En 1, vous proposez quoi? En 1, la Dauphine. La Dauphine. 2. En 2, la Caravelle, pour sa forme. Mais... Oui. En 3, la Simcamille. Simcamille. Et la Gordini en 4. 4, R8 Gordini. Vérification. 1, ici, vous avez proposé la Dauphine. Bonne réponse. Un peu peur pour la Caravelle, mais je sais pas. On verra. Ensuite, vous avez proposé la R8 Gordini ici. Bonne réponse. La Simcamille ici. Bonne réponse aussi. Et la Caravelle, c'est une excellente réponse. 200 francs pour démarrer. Ce qui vous fait donc 12 000 francs dans la cagnotte. Ça va? Vous êtes prêts pour un 3e questionnaire? Pourvu que ça dure. Peut-être un sans faute, pourvu que ça dure, comme disait la mère de... La maman de Napoléon. La maman de Napoléon, parfait. Questionnaire. Allez. Question sur la mythologie. 4 supplices. Retrouvez les personnages mythologiques qui les ont subis. Une fois dévoré par un aigle, pardon, c'est Prométhée. C'est Prométhée, l'aigle. C'est une roche, c'est l'histoire, c'est Tantale. C'est Tantale, c'est avoir toujours faim, certaine. Ah oui, Tantale, le supplice de Tantale, bien sûr. Donc c'est Tantale, Sisyphe. Sisyphe, c'est quoi, la roche en haut d'une montagne? Oui. Et les oreilles d'âne. Midas. C'est l'or. Midas, c'est avoir le premier bon. C'est Prométhée dernier, en tout cas. Donc faim et soif Tantale. Pousser la roche.